Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de Monday Night Raw, l'épisode du 15 janvier 2024. Comme d'habitude, nous allons revenir sur le match ou le segment le plus important du show pour ensuite parler du reste du show et faire une petite review habituelle. Et si vous voulez voir les news, qui se passe actuellement à la WWE, il faudra attendre demain. Le segment, en l'occurrence le match, le plus intéressant de ce show était sans conteste le main event. Merci Tony Khan. On remercie Tony Khan pour avoir permis à ce main event d'être plus intéressant que ce qu'il était censé l'être, parce qu'on parle effectivement de Seth freaking Rollins, le champion World Heavyweight qui défend son titre face à Jinder Mahal. Jinder Mahal, l'oublié, l'éternel jobber qui a vu ses rêves de devenir champion s'accomplir en 2017, il me semble. Je crois que c'était en 2017 ou en 2016. Non, c'est en 2017, si mes souvenirs sont bons. En 2017, il devient champion parce que partenariat avec l'Arabie Saoudite et WWE extrêmement stéréotypé et à la tête de cette compagnie un sexagénaire un petit peu con, un petit peu raciste ou ce que vous voulez et qui se dit ce Canadien est extrêmement typé, on va en faire la figure de proue vu qu'il est un peu typé musulman. Pour l'Arabie Saoudite, ça va leur plaire, on va le mettre champion, il va pouvoir faire tout de petits business comme ça. Bon, extrêmement maladroit de sa part, Jinder à l'époque n'était pas prêt et du coup s'est pris un énorme bashing de la part des fans de catch puisque Jinder n'était tout simplement un jobber et passé champion, était dans le main event tous les putains de pay-per-view et n'était pas prêt pour avoir ce poste. Du coup, il se prend un bashing éternel et même Tony Khan, le patron de l'autre fédération, le troll, essaye de le troller sur le net et se foire lamentablement et devient tout simplement complètement ridicule sa compagnie. Mais ça, je vous laisse voir la vidéo qui traite de ce sujet si vous voulez en avoir plus de détails et pour un avis beaucoup plus constructif. Le fait est que Jinder Mahal, le roi dans le main event, et ce que je veux dire par toute cette présentation, c'est que les fans n'aiment pas Jinder Mahal. Oh, Jinder Mahal, trop nul, Jinder Mahal qui était dans le main event, c'est une catastrophe ce catcheur, il est nul à chier, etc. Et je suis désolé, mais non. Jinder Mahal n'est pas nul à chier. Jinder Mahal a une gueule de heel. Quand tu le vois, t'as pas envie de l'acclamer. Il a une gueule de méchant. Ses mimiques, sa voix, sa manière d'agresser, il a quelque chose qui provoque beaucoup de hits naturellement. Jinder a aussi un putain de physique. Et il met à l'amende un paquet de catcheurs de l'Indie et des catcheurs de la WWE. Il a un physique impressionnant, Jinder. Faut pas le nier. Et de 3, il a un style certes très classique, rien de bien phénoménal dans le ring, mais vous savez quoi ? C'est un heel. Ce qu'il fait, c'est très bien. Rien de sensationnel, tout ce qui se fait, c'est piétiner Babyface et l'empêcher de faire des comebacks explosifs. Babyface, je te mets au sol, je te piétine, je te harcèle un peu, je te donne des coups de poing. Oui, il n'y a rien de fou. Oui, c'est pas un grand heel. Je dis pas qu'il mérite le main event, ni qu'il méritait d'être champion. Mais il fait son travail très correctement, Jinder. Et Jinder, je le redis maintenant, mais avec la hit qu'il prend, avec sa promo qui est quand même pas mal, avec ses 2 sbires à côté de lui, mais pour moi, c'est une très très bonne péripétie de mid-card, Jinder. Un très très bon catcheur pour être un premier adversaire ou un second ou un 13e adversaire pour les nouveaux babyface émergents de la mid-card. C'est un très bon adversaire, Jinder. Et je suis content de le voir de nouveau à l'antenne, propulsé pour un peu de visibilité dans le main event face à Seth Rollins. Je trouve ça très très chouette de la part des officiels de faire de nouveau confiance à Jinder. Je valide l'opération. Et on remercie encore Tony Khan pour avoir remis encore plus de valeur à ce catcheur qui n'en demandait pas autant à la passe. Donc, merci Tony Khan. Cela étant dit, match de main event pour un petit peu alimenter le parcours de Seth Rollins, c'est un peu alimenter sa carrière, le rendre un petit peu intéressant chaque semaine. Ce match était attendu. Quand même attendu. Le match a lieu et tout se passe bien. Jinder travaille de la hit, Seth Rollins fait des comebacks, les deux sont des bons lutteurs, il n'y a aucun souci. Jusqu'à ce moment où Seth va faire une prise qui n'est pourtant pas si dangereuse que ça. Il va se propulser sur les cordes, au milieu des cordes, et faire un salto arrière, un moonsault. Et ses 2 genoux vont prendre l'impact en premier, bam, sur le matelas, avant que ce soit son torse qui frappe le torse de Jinder. Donc Jinder n'a pris aucun impact via le coup, ça s'est tout à fait protégé, mais Seth Rollins a fait une chute très violente pour ses genoux, la chute de trop.
Et ses genoux ont pété. On ne connaît pas encore la nature de la blessure, mais il est blessé. Et il va devoir catcher tout le reste du match blessé et ça va se voir. Ce n'est rien de grave, comme avec Austin Theory, ce n'est pas un choc à la tête et on peut terminer le match. Seth Rollins peut se relever dans la douleur et faire son match comme c'était prévu. Mais on le fait dans la douleur. Peut-être que le match a été raccourci pour éviter que Seth Rollins tire trop sur le genou. Mais on y va quand même. L'arbitre laisse autoriser et c'est vrai qu'une blessure au genou, tant qu'elle n'est pas dramatique à ce point, on peut laisser le lutteur terminer le match en vitesse. Donc, on fait quand même le final qui était prévu avec du coup un bon travail de heal où vraiment j'ai popé quand j'ai vu que Jinder était à rien de remporter le titre. Quand on a ces deux sbires qui attirent l'arbitre pour qu'ensuite Jinder fasse des coups dans le dos à Seth Rollins, il lui place son call-house et compte de 2 et j'ai popé, j'étais en mode putain, j'ai vraiment cru que Jinder allait prendre la win pendant un court instant parce que la blessure, à ce moment-là, même si ça me paraissait très réaliste comme blessure dans le facet de Seth Rollins, ça paraissait très réel, ça peut toujours être un work. Ça peut toujours être, c'était prévu que Seth Rollins dans l'histoire se blesse le genou pour que Jinder en profite, etc. etc. Et tout ça a fonctionné, c'était tangible. Et le fait que Seth Rollins se blesse, que ça paraisse extrêmement réel, puisque ça l'était, et que Jinder place son colasse dans le dos de Rollins, mais j'étais comme un dingue, mais il va le faire ce con. Il va le faire. Non, évidemment, heureusement, Rollins kick out. Et par la suite, on va vite expédier un corpse tombe. On le voit que Seth Rollins s'est blessé parce que jamais il se rétame de la sorte après avoir fait son corpse tombe. Là, il tombe par terre après l'avoir fait. On fait un tombé vite fait. Il remporte la victoire. Et on le voit à la gueule de Seth Rollins que quelque chose ne va pas. Il ne célèbre pas normalement, il n'y a pas de sourire. Il est plutôt inquiet, très inquiet même. Il parle avec l'arbitre, etc., etc. Et c'est la fin de Monday Night Raw. Bon. On a vu ensuite que Wrestle Hobbs dit que Seth Rollins a donc une véritable blessure à sa jambe gauche pendant son match contre une Jinder Mahal. Et beaucoup de sources dans les coulisses à Raw ont dit qu'il avait été aidé dans les coulisses. Qui pouvait marcher par lui-même. Il n'avait pas besoin de personne pour marcher, mais il boitait définitivement. Et du coup, il faudra étudier les dommages qui ont vraiment été faits à son genou. Apparemment, ça pourrait être grave. Peut-être que ça ne l'est pas autant. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde tout ça, Rollins, quelque part, je pense qu'il était prévu qu'il y défende son titre au Royal Rumble, je suppose, contre un adversaire, peut-être contre... En fait, non. Est-ce qu'il aurait eu un programme au Royal Rumble? C'est pas dit, hein. Non, c'est pas dit qu'il aurait eu un programme au Royal Rumble, Seth Rollins. Donc, quelque part, c'était prévu pour le Rumble. Je ne pense pas non plus qu'il l'aurait gagné ce dernier. Donc, il n'est pas obligé d'être dans le Rumble. Il n'est pas obligé d'être dans le Rumble, Seth Rollins. On l'attend surtout pour le Chamber et surtout WrestleMania. Maintenant, ce qu'on attend de Seth Rollins, c'est qu'il soit adversaire de CM Punk. C'est tout ce qu'on attend de lui. C'est tout ce qu'on attend de lui. Champion ou pas champion, c'est tout ce qu'on veut. Donc, on peut prendre le temps de le laisser se reposer, d'étudier un peu la question. Pourquoi pas qu'il vienne juste faire des promos de temps en temps. Parce que s'il peut marcher, il peut toujours venir au show sans forcément catcher. On verra bien, mais je ne m'inquiète pas trop pour Seth Rollins. À part si c'est extrêmement grave, je l'espère pas en tout cas, qu'il n'ait pas besoin de faire d'opération. Par pitié, non. Ce serait terrible pour lui. Mais voilà, c'était ce qu'il fallait savoir pour ce main event, qui était donc un bon main event, puisque encore une fois, j'étais dedans. Oui, dans le ring, c'est pas sensationnel, il n'y a pas des spots de ouf. Non, mais c'est un travail classique. Babyface, qui se martyrisait, qui a un très très bon selling, en l'occurrence, qui était véritablement vrai, puisque la blessure au genou était réaliste. Et un heel qui travaille de la hit, qui martyrise de Babyface et qui fait croire qu'il va avoir la victoire. Beaucoup de gens y ont cru, j'en suis persuadé. Non, c'était bien. C'était un bon main event, tout à fait classique. Rien de sensationnel, mais tout à fait classique. Et vous savez quoi? L'opener du show aussi, le segment qui ouvre le show avec des stars, tout à fait classique, mais qui permet de vendre ton pay-per-view. Et c'était très très bon. La semaine dernière, on a vu CM Punk et Drew McIntyre dans une promo, dans une confrontation qui était tout bonnement excellente. Cette fois-ci, on va voir Cody Rhodes qui va confronter Drew McIntyre. Et chaque semaine, Drew McIntyre devient de plus en plus intéressant. Et quand dans la promo, Drew va dire moi aussi, je suis de nouveau au sommet. Moi aussi, je montre maintenant enfin qui je suis vraiment. Et moi, je gagne au Royal Rumble et je mène WrestleMania. Mais quelque part, même si je suis conscient qu'il n'y a
que c'est pas le bon move parce qu'on n'a pas envie de revoir un Drew contre Roman à WrestleMania, même si on n'a pas envie de revoir ça, j'ai envie d'y croire. Et le fait d'avoir envie d'y croire, c'est parce que je trouve Drew intéressant. Et ça me fait plaisir de me dire que pendant le Rumble, Drew sera aussi un élément tangible, une possibilité pour remporter le Rumble et qui va rajouter un côté imprévisible à ce dernier. Je suis content de ça parce que Drew McIntyre, encore une fois à l'époque, était mon catcheur préféré. Et je suis content de voir que les fans le trouvent de nouveau intéressant et que moi-même je trouve de nouveau intéressant. Et que quand il est en face d'une star, d'un mec qui connaît le business, que ce soit Punk, que ce soit Cody Rhodes, le mec c'est de l'or. Il est très bon, il sait se défendre en promo. La semaine dernière, il se défendait très très bien contre CM Punk. Et cette semaine, il s'est très bien défendu contre Cody Rhodes. Et on a le même schéma. Cody Rhodes arrive, il fait sa petite promo, je vais terminer mon histoire, etc. etc. Il recontextualise son personnage qui maintenant que le Rumble arrive, va devoir être recontextualisé parce que c'est lui que l'on veut voir battre Roman, donc quel est son objectif, etc. etc. Tout cela est établi. Et Drew va venir, encore une fois, ce n'est ni un face ni un heel, c'est une sorte de twinner, parce qu'il arrive encore une fois, il tape la main des fans. Je te respecte Cody, je te respecte parce que toi aussi t'as fait comme moi, tu t'es barré à l'étranger, t'es devenu plus grand, etc., etc. Un peu comme avec CM Punk, comme il avait fait avec CM Punk, je te respecte tout à fait. Les deux vont un peu être courtois, et plus ça va avancer, plus les deux vont commencer à avoir un début de tension qui va se construire. Et notamment, Cody va commencer à reprocher à McIntyre que non, les deux ne sont pas similaires, puisque contrairement à McIntyre, Cody il ne se plaint pas H24 de sa position. Il n'est pas là à dire « Oh, mais si Damon n'avait pas cash in, oh, mais si Jey Uso n'avait pas coûté la victoire, oh, mais si Solo Sikoa n'était pas intervenu à Clash of the Castle. » Cody ne fait pas ça. Et il a raison, c'est vrai, on le voit tous les jours que Drew se plaint énormément. Son personnage se plaint énormément de sa position. Et c'est pour ça qu'il a cette place de twinner. Oui, on a envie de l'encourager, mais en même temps, putain, il se plaint trop le mec. Et encore une fois, les personnages qu'ils nous ont présentés sont tangibles. Et leur dispute, le début de leur conflit, est réaliste. Et on peut y croire. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Il n'y a rien de fantasque, il n'y a rien d'exagéré. Tout est très réaliste. Et quand les deux ont un petit conflit sur qui va main eventer WrestleMania, et quand Cody termine la promo en disant à Drew, et d'ailleurs le match qu'on avait fait à l'époque hors WWE, le dernier match qu'on a eu, tu te rappelles qui c'est qui a gagné? Ace Bar. Et encore une fois, pas la peine d'entrer dans les détails, pas la peine de dire aux fans ce qui s'est passé. Les émotions parlent d'elles-mêmes. La confiance de Cody et la gueule de Drew veulent tout dire. Cody avait battu Drew et cela renforce encore une fois la frustration de Drew McIntyre. Donc, bon segment encore une fois qui, comme la semaine dernière, permet de vendre encore plus le pay-per-view, permet de donner encore plus de visibilité au produit, de plus hyper tout cela. Encore une fois, en ce moment, la WWE est un bon produit. Raw, je le dis à chaque semaine, Raw est un show beaucoup trop long, 3 heures c'est beaucoup trop et il faudrait virer 1 heure en totalité de remplissage. Il y a eu plein de matchs pendant ce show et encore une fois c'est beaucoup trop de matchs de remplissage qui ne devraient pas avoir lieu parce que si on avait un show de 2 heures avec ce main event de qualité, cet opener de qualité et tous ces matchs aussi de quelque part qui sont aussi de qualité, bah, ce serait un bien meilleur show. Donc gros big up à ces deux lutteurs. Et avant de parler de tous les matchs de remplissage, on va parler des 2 autres segments qui étaient très importants dans ce Raw, qui étaient les plus importants, les plus divertissants, ceux qu'on conserverait évidemment dans un show de 2 heures. Le retour de Gunther en champion intercontinental qui va un petit peu du coup féliciter Ludwig Kaiser pour les actes qu'il a fait les semaines précédentes. En effet, j'avais pas extrêmement suivi ça, mais quand on a vu les recaps, je me suis dit putain, même Ludwig Kaiser il est intéressant en ce moment, même le sbire de Gunther est intéressant. J'étais choqué de voir ça, parce qu'effectivement la semaine dernière il y avait un match contre Kofi Kingston qui s'est terminé en draw, en no contest pardon, et après le match, Ludwig a agressé Kofi Kingston, lui a jeté une chaîne en plein dans la gueule, enfin avec une bonne agressivité, il avait un bon faciès, c'était bien, enfin le sbire devenait plus intéressant que juste être le sbire de Gunther, et Gunther va mettre over Ludwig Kaiser en mode putain c'est bien, je te célèbre, je suis content pour toi, etc. etc. Je veux faire une mention, je parlais de Giovanni Vinci, et de pourquoi encore une fois, la WWE peut faire des actes qui peuvent paraître un petit peu potentiellement pas très humains,
mais qui sont meilleurs pour le business. Je ne sais pas si Giovanni Vinci est blessé actuellement. Mais, je vais dire ceci. Même si Vinci n'était pas blessé, s'il était tout à fait apte à venir sur le ring, à faire des promos, à faire des matchs, je ne présenterai pas Gunther avec Giovanni Vinci. Parce que Ludwig Kaiser est sans conteste plus intéressant que Giovanni Vinci. Un faciès plus intéressant, des gimmicks plus intéressants et, je sais pas, une unicité. Giovanni Vinci un peu remplaçable par tout le monde et Ludwig Kaiser prouve semaine après semaine qu'il ne l'est pas forcément. Et le duo Ludwig Kaiser et Gunther fonctionne beaucoup plus que le duo Giovanni Vinci et Gunther. Si on était à la EW, à chaque fois qu'on verrait Gunther, on verrait Vinci et Kaiser. C'est obligatoire. On verrait toujours les deux autres lutteurs. Et il me semble qu'à l'époque d'NXT, il y avait un autre lutteur qui était dans Imperium. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Si on était à la EW, on les verrait tous les quatre, toujours ensemble. À la WWE, on met à la télé ceux qui vont le plus accrocher les fans. Avoir trop de catcheurs, avoir beaucoup de catcheurs, c'est bien. Quand tu veux créer un groupe genre la Nexus, une sorte d'entité. Mais quand tu veux créer des individualités, il faut rester le plus concis possible. 3, c'est déjà un gros nombre. Si tu veux un groupe de 3, tu as intérêt à ce que tes 3 membres soient charismatiques. Tu as intérêt. Si tu ne l'es pas, il vaut mieux mettre en avant que ceux qui sont charismatiques pour que le public accroche beaucoup plus facilement à tes catcheurs. Et quand je vois Gunther juste avec Ludwig et Gunther félicité en solo Ludwig, putain, Ludwig est over. Beaucoup plus over que s'il y avait tout le monde, que c'était encore une fois que les sbires de Gunther. Oui, ça ne fait pas plaisir de ne pas forcément mettre en avant tous les petits catcheurs. Ces petits catcheurs vont être en mode « Ah, j'apparais pas à la télé et tout ». Et dans votre fédération, il dira à Tony Khan « Tony, je peux te rater ». Tony sera en mode « Oui, vas-y, bien sûr, il n'y a pas de souci ». La WWE est un business et pense audience et pense à créer des stars. Je ne dis pas que Ludwig sera une star, mais je dis que la WWE fait en sorte de faire tout son possible pour mettre le plus over possible aussi ses petits talents. Et ça, c'est chouette. Et donc, Gunther félicite Ludwig Kaiser. Et vous savez quoi ? Xavier Woods revient. Xavier Woods, pour moi, c'est une blague. J'ai plus envie de voir ce catcheur à la télé. Ça m'a un peu gonflé tout ce qui est New Day, les licornes, etc. J'en ai ras le cul de toutes ces conneries. J'en ai vraiment ras le cul. Pour moi, c'est de la merde. Mais vous savez quoi ? Même là, Xavier Woods, il arrive et il est énervé. Et il a raison d'être énervé parce que la semaine dernière, Ludwig a pété la gueule à Cody Rhodes et l'a un peu humilié. Et il veut en découdre. Et vous savez quoi ? Les mimiques sont bonnes, on peut comprendre sa rage. Et Gunther est en mode, bah Ludwig, vas-y, je te laisse, vas-y, occupe-toi de lui, y a pas de problème, t'es un grand garçon, fais ce que tu veux. Et on a le match Ludwig contre Xavier, et les deux sont vraiment en colère. Et Xavier, il va en découdre contre Ludwig. Et à la fin du match, c'est un no contest encore une fois parce que, c'est une victoire par disqualification de Ludwig Kaiser parce que Xavier Woods pète un câble et frappe Ludwig avec une chaise. Et puis après, encore une fois, les deux lutteurs vont se battre à l'extérieur du ring. Et Xavier est tellement en colère, il a un peu de sang sur la bouche et il va péter de rage. Et Ludwig va fuir, il va avoir peur de Xavier. Putain, Xavier aussi est de nouveau intéressant. Vous voyez, c'est des péripéties, c'est des petites choses, c'est des petites rivalités secondaires dans le show, voire tertiaires. Mais elles rendent un peu plus over Ludwig et elles remettent un peu plus over Xavier Woods. Qu'on arrête tout ce qui est New Day, toutes ces conneries, les licornes, les rainbows, les arcs-en-ciel, oh mon dieu, j'en ai marre tout ça. Xavier Woods, avec ce tempérament-là, cette gueule un peu énervée, putain, ça marche. Ça marche, je suis content que ça marche. Je suis très content que ça marche. L'autre promo qu'on a eu, et là aussi, encore une fois, je veux dire, ils ont des stars. Rhea Ripley qui vient faire une promo sur le ring. Encore une fois, regardez l'allure qu'elle a. Le full package. C'est de la plus grosse star féminine de la putain de terre entière, les Rhea Ripley. Elle domine tout le monde. Et il lui faut une affiche pour WrestleMania. Elle a déjà battu Charlotte, l'autre star de la compagnie. Il faut qu'elle abatte encore une fois une star. Et alors qu'elle fait sa promo sur qui j'affronterai à WrestleMania, Becky Lynch fait son entrée.
Et quand je vois ça, quand je vois les deux tête à tête, je me dis bah oui, il est là le main event. Peut-être que c'est prévisible. J'en ai rien à péter. La WWE en a rien à péter. Ça, c'est le match blockbuster actuel que l'on peut faire qu'on peut faire à WrestleMania. Le seul autre match possible blockbuster, c'est Bianca Belair contre Rhea Ripley. Et je parle pas du talent des lutteuses, je parle pas de tout ça. Je parle de l'affiche qui peut faire le plus d'audience et rapporter le plus de thunes à la fédération. Le match blockbuster pour WrestleMania pour Rhea Ripley, c'est Rhea Ripley contre Becky Lynch. Et Becky va faire tout le travail de promo. Peut-être un poil... On va dire que Becky Lynch, je trouve qu'elle a fait un bon travail, mais je sais pas si l'écriture était forcément la meilleure, puisque en gros les deux lutteuses vont un peu se tourner autour, et Becky va mettre en avant le fait que les deux lutteuses, elles sont faites pour se battre. Et que les deux lutteuses sont des stars. Que toutes les deux, elles ont été à WrestleMania. Que toutes les deux, elles ont au départ, n'étaient personne et elles ont dû se battre pour devenir la plus grosse star, la plus grosse attraction de la division. Que toutes les deux, tatati, tatati, tatata. Les deux sont au même niveau. Sauf que Becky va quand même dire à Rhea, sauf que moi, j'ai mes événements de WrestleMania contrairement à toi. C'est le point où Becky se met plus over que Rhea. Et là, Becky va dire la chose qui a vraiment attiré ma curiosité et qui a vraiment fait choquer un petit peu tous les fans de catch. En général, dans le milieu, le babyface va se mettre over et les deux vont dire je suis meilleur que toi, je vais te prouver que je suis meilleur que toi, etc. etc. Sauf que là, Becky, en bonne underdog, en bonne babyface pour vendre ce match, dit à Rhea, et pourtant j'ai une voix dans ma tête que même si on a tout fait pareil, que même si on est au même niveau, je crois que tu es un peu supérieur à moi. Et elle le dit avec une inquiétude et une franchise dès le début de la rivalité. Et ça choque tout le monde, même Rhea qui a un petit sourire narquois. Et vous savez quoi ? Cette phrase qui sort un peu du lot, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans une promo où en général l'adversaire veut prendre le dessus psychologique, ne veut jamais se minimiser face à son adversaire. Là, elle a impacté tout le monde parce qu'encore une fois, c'est une phrase qui est très très rare en temps de business et pour ce cas précis, fait sens parce que Rhea Ripley est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est indéniable. Et que tout babyface devrait avoir peur de Rhea Ripley. Becky, en faisant de la sorte, j'ai envie d'encourager Becky. Encore une fois, si les deux s'affrontent à WrestleMania, Rhea doit rester championne. Rhea doit rester championne. Il y a beaucoup trop de talent, beaucoup trop de thunes à se faire sur le dos de Rhea Ripley. Mais, avec cette phrase, mon cœur a envie d'encourager Becky Lynch. Beaucoup plus qu'avant. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de fans de catch. Et Rhea a dit à Becky après cette promo, lui a dit « Tu veux que je t'avoue un truc moi aussi ? J'espère de tout cœur que tu vas remporter Royal Rumble. C'est ce que je souhaite le plus. On se retrouve à WrestleMania. » Et en faisant de la sorte, Rhea admet elle aussi qu'elle est quelque part en elle persuadée que Becky va remporter le Rumble. Les deux mettent over l'autre et ont hâte de s'affronter. J'ai envie de voir ce putain de match. J'ai envie de voir ce putain de match, bordel. Ça, c'est... Je sais pas si on aura de nouveau la magie qu'on a eu à WrestleMania dernier entre Rhea et Charlotte, qui était le meilleur match féminin de la putain d'année, et un des meilleurs matchs de l'année tout court, tout je veux dire, masculin et féminin confondus. Je sais pas si on aura de nouveau la magie, mais encore une fois, première promo entre Cody et Drew, on vend le Rumble. Deuxième promo entre Rhea et Becky, on vend le Rumble. Gunther et Ludwig et Xavier Woods, on amplifie les tensions des rivalités des shows weekly. Et un main event qui donne à manger à Seth Rollins, qui se finira un petit peu mal avec sa blessure, mais j'ai rien à dire là-dessus. Si le show faisait 2 heures et contenait tous ces segments-là, tous ces matchs-là, et 1 ou 2 matchs en plus de tous les matchs de lesquels on va parler, Raw, c'est trop bien. Mais putain, cette troisième heure, donc allons-y, parlons de tout ce qu'on a eu pendant ce show, tout ce qu'on a à virer, et je vais pas arrêter de dire j'en ai rien à foutre.
On a eu DIY contre Judgment Day. Le Judgment Day, c'est donc Dominique et JD McDonough avec R-Truth qui gravite un peu autour. On a fait gagner DIY, c'est la bonne chose parce qu'on mettra en avant cette équipe. Oui, pourquoi pas, DIY, Tommaso Ciampa et Gargano, si on veut vraiment les garder dans notre roster, on les met en équipe et on les laisse dans le roster par équipe parce que je les vois pas être ailleurs que dans le roster par équipe à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'autres personnes à mettre over plutôt qu'eux à l'heure actuelle. Candice LeRae et Indy Hartwell contre Chelsea Green et Piper Niven, qui en a quelque chose à foutre de Candice LeRae et Indy Hartwell, Chelsea Green et Piper Niven, personne en a quelque chose à foutre. LeRae et Hartwell ont battu Green et Niven. Candice LeRae, je trouve que c'est une catastrophe, donc j'en ai rien à péter, j'en ai vraiment rien à péter. Mais c'est pas fini. Akira Tozawa contre Ivar, qui en a quelque chose à foutre de Akira Tozawa? Donc évidemment, c'est... Quoi? Non, ah non, c'est Tozawa qui a battu Ivar. Pardon, je crois que c'était Ivar qui a battu Tozawa. J'ai même pas regardé le match. Et là, je vois le résultat, je vois que Tozawa a battu Ivar. Oh putain, par pitié. Donc non, une catastrophe aussi. Et quand je vois la suite aussi, là, c'est peut-être le seul match qu'on va regarder dans les 2 heures. Awesome Truth. Donc le Miz et R-Truth contre Damian Priest et Finn Balor. Pareil, j'ai pas vu le match, j'ai pas forcément envie de le voir parce que R-Truth avec Judgment Day, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée, ça rajoute beaucoup de comédie quand même au spot Judgment Day. Mais dans ce match, on a quand même vu que Damian et Finn Balor, ils sont clairement ouvertement foutus de la gueule de Finn Balor, de R-Truth, pardon, on va y arriver, alors que ce dernier leur remplit les poches de thunes. Donc là, clairement, ils montrent leur désintérêt pour R-Truth. J'espère qu'on va un peu switcher, que c'est terminé ces actes de comédie dans le Judgment Day parce que le Judgment Day, c'est quand même la faction heel, la top faction heel de la fédération. C'est dommage de mettre un poil trop de comédie à l'intérieur. Fallait pas trop en mettre. Et donc là, si on se décline de ça, si on change de direction, si on arrête de foutre R-Truth dans Judgment Day, pour moi, c'est une bonne chose. J'ai pas vu le match, mais Finn Balor et Priest ont battu le Miz et R-Truth. C'est évidemment la bonne décision. Putain, c'est pas fini. On a aussi eu Tegan Nox et Natalya contre Shayna Baszler et Zoey Stark. Pareil, c'est du remplissage. Et j'aime beaucoup Baszler et Zoey Stark. Je pense que dans un show qui est un petit peu moins stack, dans un show de 2 heures un petit peu moins stack, on intègre ce match aussi parce que il y a un projet avec cette équipe. Le match n'est pas bon, mais ce qu'on fait avec ce genre de match, c'est qu'on met en avant une équipe qui est prometteuse. Et Baszler et Zoey Stark devraient être les championnes féminines par équipe de la fédération. Parce que c'est clairement l'équipe qui a le plus de potentiel, qui peut le plus possible créer, mettre en avant des lutteuses féminines. C'est clairement les deux qui peuvent le plus faire ça. Elles devraient être championnes par équipe et j'espère qu'elles le seront assez récemment, ça veut rien dire, mais dans très peu de temps. Bref, c'est une catastrophe pour terminer ce podcast. On se retrouve bientôt pour parler des news. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.